Vous suivez Africa Today, merci pour cette fidélité. Bienvenue dans cette nouvelle édition d'information. Tout de suite, les titres. Renforcer les capacités des élus du peuple pour un développement durable, c'est l'objectif d'un atelier qui a regroupé les députés et cadres de l'administration parlementaire ce week-end à Kindia, une initiative du bureau de l'Assemblée nationale en commun accord avec le PNUD. Du nouveau dans le cadre de l'investissement en Guinée, un nouveau site vient de voir jour, www.invest.gov.gn. C'est le portail devant permettre désormais aux investisseurs désireux d'investir dans le pays de créer des entreprises, une initiative de l'Agence de promotion des investissements en privé. Aujourd'hui, journée sous tension dans les rues de Kinshasa. Le second mandat de Joseph Kabila se termine officiellement ce lundi, mais le président congolais n'a pas l'intention de céder le pouvoir. C'est tout pour les titres. Bienvenue à tous. Les députés et cadres de l'administration parlementaire ont pris part ce week-end à Kindia à une session de formation axée sur l'analyse des politiques sectorielles et des objectifs pour le développement durable ODD, une initiative du bureau de l'Assemblée nationale en partenariat avec le PNUD qui vise à renforcer les capacités des élus du peuple en évaluation des politiques, programmes et projets de développement durable. Le compte-rendu est signé Oumar Sow. Pour cet atelier, ils sont une trentaine de représentants du peuple et cadres de l'hémicycle qui ont été dotés de techniques d'évaluation et de suivi des politiques publiques. Ces techniques portent sur les plans d'action, les indicateurs de mesure de projet et de programmes mis en œuvre par le gouvernement. Pendant 2 jours d'échange, les participants ont débattu aussi de la loi organique portant loi des finances, le rôle des députés auprès de l'Assemblée nationale qui est celui de veiller à l'utilisation correcte des budgets alloués aux membres du gouvernement. Que ce n'est que la première activité, nous espérons que nous aurons l'occasion d'en faire d'autres pour que on arrive à avoir des élus suffisamment sensibilisés, d'abord sur les objectifs de développement durable, mais aussi sur la manière non seulement d'examiner le budget de l'État, mais d'exercer un contrôle efficace sur l'utilisation des ressources allouées aux différents secteurs de la vie nationale à travers la loi initiale portant loi des finances. Depuis 2013, la Guinée s'est dotée d'une nouvelle Assemblée nationale constituée de 114 députés, dont 113 siégeants et venus de 15 partis politiques. Mais le constat révèle que les 85% de ces élus du peuple sont à leur première expérience, d'où l'importance de cette autre formation devant leur permettre de mieux cerner la mission qui leur est dévolue. Avec ces formations qui aident à comprendre le budget, ça nous permet de prendre et de poser les fondations de nos mandats au niveau vraiment du gouvernement pour que cela soit pris en compte dans l'élaboration du budget de notre pays. Dans l'une de nos recommandations aujourd'hui, nous avons voulu que la même formation soit dispensée non seulement au président de l'Assemblée nationale, mais à tout son bureau, pour nous permettre de rehausser le niveau de la participation de la représentation nationale. Les députés en tant que mandants du peuple pour le secrétaire général de l'Assemblée nationale, il leur appartient de faire valoir les préoccupations du peuple. Vous ne pouvez pas faire d'action directe et concrète, mais vous devez vous battre afin que dans l'élaboration des politiques publiques, les préoccupations majeures des populations dont vous êtes les représentants puissent être prises en compte. C'est pourquoi aujourd'hui, l'accent a été particulièrement mis sur les moyens que vous devriez déployer en direction des autorités gouvernementales afin de faire valoir vos observations et puis votre participation, assurer votre participation à l'élaboration de ces politiques. Cette formation permettra sans doute aux parlementaires dans leur mission de législateur de doter désormais le pays de budgets qui répondent aux besoins et préoccupations en matière de développement. www.invest.gov.gn, c'est le nom du nouveau portail pour les investisseurs privés désireux de créer des entreprises en Guinée. Ce site qui regroupe des informations indispensables à l'investissement a été présenté à la presse ce lundi à Conakry. L'initiative est de l'APIP, entendez l'agence de promotion des investissements privés. Le point avec Alcénie Diallo.
Ce site est une plateforme centrale d'information mise en place pour attirer les investisseurs nationaux et internationaux en Guinée. Le portail www.invest.gov.gn contient près de 400 documents résumés en français et en anglais. Dans ces documents, l'on retrouve des secteurs prioritaires d'investissement comme l'agriculture, les mines, la pêche et l'environnement. Pour le directeur général de l'Agence de promotion des investissements privés de Guinée, APIP, ce portail devra encourager les partenaires à s'installer en Guinée. D'abord, c'est de nous assurer qu'il y a une facilitation pour les investisseurs qui souhaitent, qui s'intéressent à des projets ici en Guinée. Nous allons, dans les prochaines semaines, véritablement vulgariser ce site qui est là pour le grand public qui souhaite véritablement s'investir ici en Guinée dans les projets. Cette journée porte ouverte à la pipe avec les hommes de médias est aussi une occasion pour le directeur général de faire la promotion de l'agence. Et pour Gabriel Curtis, cet autre outil de vulgarisation des investissements en Guinée est une façon de démocratiser l'agence malgré son faible revenu. Nous avons toujours besoin de plus de moyens, mais ce que nous faisons, c'est que nous optimisons les moyens que nous avons pour vraiment avoir le plus grand nombre d'impacts. Et la mise en route de ce portail des investissements, qui existe déjà depuis quelques mois, va dans ce sens. C'est-à-dire que nous avons fait une action qui va véritablement aider à démocratiser l'accès à l'information et la possibilité à tout un chacun de pouvoir savoir qu'est-ce qu'il y a comme opportunité s'offre ici en République de Guinée. Le contenu de ce site internet www.invest.gov.gn sera traduit dans plusieurs langues du terroir afin de permettre aux entreprises locales de mieux appréhender les opportunités qui s'offrent à eux. Et c'est une visite guidée du guichet unique qui a mis fin à cette journée porte ouverte. Bientôt, le jumelage entre des communes guinéennes et celles européennes, l'initiative du réseau mondial Guinée Nouvelle. Elle vise à promouvoir le développement sociopolitique et économique de ces localités. Aïssata Fofana pour nous en dire plus. Ce projet de jumelage concerne 4 des communes des régions naturelles du pays. Il s'agit de Télimélé, Mali, Kérouané et Lola qui ont été choisis selon des critères bien définis. Le premier critère, c'est l'efficacité de l'administration municipale. Le deuxième critère, c'est les preuves concrètes d'initiative et d'action. Le troisième, c'est le bon modèle de gouvernance économique et politique. Le quatrième, c'est la bonne intégration au sein de la communauté. 5, avoir des potentialités locales. 6, avoir des représentations régionales. Avoir en 7, une indépendance de l'administration municipale vis-à-vis de toute influence politique. Une initiative du réseau mondial Guinée Nouvelle pour faire bénéficier à ces communes l'expertise des pays développés. Un plaidoyer a été largement fait à travers les communes du monde entier qui ont donné leur accord de principe à accompagner les communes guinéennes dans le cadre de notre projet phare qui est le projet de jumelage de la coopération décentralisée. Parce que les communes guinéennes vont rentrer en jumelage et en coopération décentralisée avec les communes du monde entier. Nous allons échanger des expériences réussies dans les autres pays pour que le Guinéen sache effectivement que la richesse du pays peut lui servir et peut lui permettre aussi de se développer et aller de l'avant. Dans ce jumelage des communes, l'accent sera mis sur l'éducation, la santé et l'environnement, des domaines dans lesquels ce réseau et son leader honorable Béa Gallo comptent s'investir. En matière de santé, par exemple, les populations bénéficieront bientôt de nouveaux centres de santé. Nous voulons mettre en place une chaîne de santé communautaire sur toute la République, dans toutes les préfectures de la République de Guinée, dont la phase pilote a déjà commencé, la phase expérimentale avec un centre de santé qu'on doit installer à Tomboulia. Donc toutes les études de faisabilité sont faites, l'accord est obtenu avec le ministère, les équipements seront là d'un moment à un autre, et il y a une ONG membre spécialisée sur les questions de thématiques santé qui s'occupe de la faisabilité de ce projet.
Outre ces ambitions affichées, le réseau mondial Guinée Nouvelle compte réaliser un village écologique, des projets phares appuyés par la diaspora du réseau et les partenaires européens. Le mouvement d'action des jeunes MAJ en abrégé a tenu ce lundi à Conakry son 11e forum sur le thème « Les connaître, c'est se l'approprier, vos droits sexuels comptent ». La rencontre a permis aux organisateurs de montrer ces nombreuses actions réalisées, les défis ainsi que les perspectives pour les prochains mois. Diao Bachir a compte rendu. En Guinée, la jeunesse, après certaines statistiques, représente 60% de la population. Donc un socle de développement important pour le pays. Œuvrer pour leur santé demeure une priorité essentielle. C'est dans cette optique que la structure Mouvement d'action des jeunes a organisé son 11e forum national. Une action qui s'inscrit dans le cadre de la poursuite de ces séries d'éducation et de sensibilisation des jeunes en faveur d'une vie sexuelle saine et de santé reproductive. Quand les jeunes vont dans les grands hôpitaux, ils n'ont pas souvent accès aux produits contraceptifs, ils n'ont pas souvent accès aux différents produits. L'offre n'est pas adaptée à la demande. Donc c'est pourquoi on s'est dit, pourquoi ne pas créer un cadre d'échange entre nous jeunes où on peut parler de notre sexualité et avoir des produits contraceptifs à notre disposition. Les grossesses précoces ou non désirées, la transmission du VIH-Sida sont autant de phénomènes face auxquels la structure ne veut rester indifférente. Pour donc lutter efficacement contre la vie sexuelle malsaine des jeunes et des adolescents, le directeur des programmes de l'association guinéenne pour le bien-être familial mise pour une sensibilisation renforcée entre jeunes. Jean Gozada Ali Kourma. Les jeunes ont pour objectif de mener des activités en direction de leur père dans le cadre d'un changement de comportement souhaité et durable par rapport à la santé sexuelle et à la reproduction des adolescents et des jeunes. Voilà, c'est dans ce cadre que nous avons tenu ce forum national qui a commencé au niveau de l'intérieur du pays, qui avait regroupé les jeunes du MAJ en forum régional, et la concrétisation de ces forums régionaux, c'est maintenant ce que nous sommes en train de faire au niveau de Conakry. L'encadrement des jeunes dans le cadre de la vie sexuelle pour leur épanouissement est aussi l'une des missions que s'est assignée la Fédération internationale de la planification familiale, à laquelle d'ailleurs appartient l'AGBF, souligne son directeur exécutif Mfasouma Sano. Le nouveau conseil d'administration de l'association Sanakuya de Guinée a officiellement pris fonction ce week-end à Conakry. La nouvelle équipe de 5 membres avec à sa tête Kerno Djoulde Bari a désormais la lourde tâche de conduire les destinées de cette jeune association. Les ambitions de cette structure sont énormes. Salut Mbouno. Je jure solennellement de respecter, de faire respecter les statuts, le règlement intérieur de l'association de Sanakuya de Guinée. Prestation de serment d'un président d'une association qui se veut soucieuse de la quiétude sociale en République de Guinée. Créée il y a seulement un an, l'association Sanakuya de Guinée entend aller au-delà des diversités politiques et culturelles ainsi que communautaires pour faire de la Guinée un havre de paix. Une mission que le nouveau conseil d'administration de cette structure ambitionne atteindre pendant son mandat. En ce jour solennel du dimanche 18 décembre 2016 qui représente la prestation du serment de l'investiture du conseil d'administration élu, le CA et moi-même nous vous promettons de nous investir à fond pour réaliser les objectifs de l'association Sanakuya de Guinée. Pour y arriver, la nouvelle équipe prévoit plusieurs activités au cours de l'année 2016. Rencontrer nos 3 départements de tutelle, notamment le MAT des ministres de l'administration du territoire, de la décentralisation publique, le ministre de la culture, le ministre de l'unité, en vue d'échanger sur les objectifs de l'association Sanakuya de Guinée et tisser des liens de collaboration entre l'association Sanakuya de Guinée et ses 3 départements ministériels. Rencontrer les 4 coordinations régionales dans le cadre de l'unité de tous les fils et filles de la Guinée, parce que la Guinée est une et indivisible. Rencontrer les partis politiques légalement agréés de la mouvance et de l'opposition en vue de les unir et d'apaiser le climat politique pour l'unité de tous les Guinéens. L'association Sanakuya de Guinée compte aussi soumettre ses projets aux partenaires de la Guinée pour répondre à ses préoccupations. La tâche est certes énorme, mais pas impossible, au dire du vice-président de cette structure. Croyez-nous qu'à la fin de notre mandat, nous atteindrons tous ces objectifs fixés et j'appelle à une adhésion massive des Guinéens et Guinéennes
à l'association Sanakuya de Guinée pour qu'ensemble nous réalisons nos rêves. L'association dit se départir des clivages politiques, ethniques et communautaires afin de bâtir une nation guinéenne apaisée. Les rues de Kinshasa sous très haute surveillance. C'est aujourd'hui à minuit que le second mandat de Joseph Kabila se termine officiellement. Mais le président congolais n'a pas l'intention de céder le pouvoir. Il a repoussé les élections à 2018. Les négociations de sortie de crise avec l'opposition ont été suspendues. La société civile a appelé à une journée ville morte. Suivez. Les rues de Kinshasa désertes, les forces de sécurité omniprésentes. C'est le visage de la capitale congolaise ce lundi, comme à chaque jour de tension depuis le début de la crise politique. À minuit ce soir, le second mandat de Joseph Kabila sera officiellement terminé. Le spectre de violence est dans tous les esprits. Les habitants ne veulent prendre aucun risque. Les mouvements d'opposition n'ont pas appelé la population à manifester aujourd'hui, mais ils comptent maintenir la pression sur le chef de l'État. Nous en appelons à la résistance parce que nous estimons que nous devons résister contre une nouvelle dictature. Nous devons nous orienter vers les valeurs démocratiques pour que le processus électoral soit recadré. Une constitution, ça ne se discute pas, ça s'applique. Le président de la République doit démissionner avant 0 heure. Ça veut dire le 19 décembre 2016 à 23h59. Les négociations qui se font, nous les soutenons pertinemment bien. Mais ces négociations n'ont pas pour objectif de négocier notre constitution. Précisément, les pourparlers sont suspendus pour le moment. Ils ne reprendront pas avant mercredi au mieux. Les évêques de la conférence épiscopale qui mènent les négociations se sont envolés pour le Vatican. Ils devaient être reçus par le pape François qui, dès hier, a pris la parole sur le sujet. Je vous demande de prier pour que le dialogue politique en République démocratique du Congo soit conduit de manière sereine, afin que toute violence soit évitée pour le bien du pays. En coulisses, le pouvoir congolais tente de contenir la contestation. Une partie du réseau Internet a été coupée à la demande du gouvernement. Les réseaux sociaux sont inaccessibles chez certains opérateurs, ce que dénonce un représentant des Nations Unies. Le mouvement d'opposition Lucha signale la disparition de 2 de ses militants. Et ce week-end, des journalistes étrangers, en l'occurrence belges, avaient été expulsés à leur arrivée à l'aéroport de Kinshasa. Les Américains, vous le savez, ont voté le 9 novembre dernier. Maintenant, c'est au tour du collège des grands électeurs de confirmer ou non l'élection de Donald Trump. Le milliardaire devrait normalement devenir le 45e président américain. Regardez. Et si Donald Trump n'était pas le prochain président? L'intéressé, qui poursuit une tournée de remerciements à travers le pays, est en tout cas très loin d'imaginer un tel coup de théâtre. Thank you very much. Dans chaque capitale d'État, les fameux 538 grands électeurs se rendront dans leurs assemblées respectives pour confirmer ou non leur choix. Un vote papier placé sous scellé et doublé d'un courrier recommandé envoyé aux archives nationales. Au soir de l'élection, Donald Trump l'avait emporté avec 306 grands électeurs contre 232. Il faudrait que 37 républicains se rebellent donc contre leur propre camp. Ce n'est encore jamais arrivé dans l'histoire américaine. Et pourtant, la pression est forte. L'un de ces grands électeurs républicains, Michael Banerian, croule sous les courriers. Il reçoit chaque jour des centaines de lettres d'anonymes. Ça vient de l'Oregon, de l'Oklahoma, de l'État de Washington. On l'exhorte à ne pas confirmer son vote pour Trump, sous peine de représailles. J'ai reçu des menaces de mort. Les gens m'ont même dit que je devrais mourir et me jeter sous une voiture pour rendre service à la société. Sauf que dans le Michigan, comme dans les États représentés ici en jaune, il est interdit de changer son vote sous peine d'amende. Michael Banerian n'a donc pas le choix. Jusqu'à présent, un seul représentant a annoncé qu'il ne respecterait pas le suffrage. Ces dernières semaines, plusieurs groupes ont lancé des appels. Même des stars d'Hollywood espèrent un revirement de dernière minute. Vous avez l'opportunité de nommer un candidat réellement qualifié. Les bulletins ne seront dépouillés que le 6 janvier prochain. Une surprise paraît improbable, mais si Donald Trump n'est pas confirmé, c'est un autre républicain et non Hillary Clinton qui serait élu. En Syrie, les évacuations des quartiers est d'Alep ont finalement repris ce matin avec le départ de plus de 3000 personnes. Et sur le plan diplomatique, l'ONU doit se prononcer sur un texte qui prévoit le déploiement d'observateurs à Alep où 40 000 civils attendent toujours d'être évacués. Suivez.
Ils ont enfin réussi à quitter Alep-Est, où ils étaient pris au piège. 3000 hommes, femmes, enfants, épuisés. Dans cette zone rebelle d'Al-Rachidine où ils ont été conduits, ils se précipitent sur la nourriture. Certains n'avaient plus à manger depuis plusieurs jours. Hier soir, à l'arrivée de ces bus, 2 jeunes hommes font le V de la victoire. Les évacuations ont été interrompues à plusieurs reprises. Cette fois-ci, ils sont soulagés et peuvent tomber dans les bras de leurs proches. Priorité des organisations humanitaires qui les prennent en charge, les femmes et les très jeunes enfants. Il manque de tout depuis plusieurs semaines. Parmi les évacués, une petite fille qui s'est fait connaître du monde entier. Bana El Abed, elle tweetait son quotidien dans l'enfer d'Alep. Ces derniers jours, elle écrivait simplement « Je suis fatiguée ». Cet après-midi, à l'ONU, le Conseil de sécurité se prononce sur le projet de résolution qui doit garantir le bon déroulement des évacuations. La Russie menaçait d'y opposer son veto. Elle devrait finalement l'accepter. Il reste encore 40 000 civils à Alep. Cette nuit, certains ont attendu dans le froid glacial, au pied de leur bus, prêts à partir. Pour se réchauffer, certains ont brûlé les quelques vêtements qu'il leur reste. Dernier élément de ce journal, le pire serait à venir selon les autorités en Chine. Au moins 23 villes du nord du pays ont émis des alertes rouges à la pollution. Résultat, les écoles, les autoroutes sont fermées, des vols ont été annulés. Regardez. Ce matin, Pékin s'est réveillé une nouvelle fois sous un brouillard épais. Depuis vendredi, la Chine est en alerte rouge. Dans les rues, les habitants suffoquent. Le taux de particules fines a atteint 200 mg par mètre cube d'air. C'est 8 fois le niveau recommandé par l'OMS. C'est pas pratique pour sortir. Je n'aime pas porter le masque. Je ne peux pas aller au supermarché ou amener mes enfants jouer dehors. Tout le week-end, ils sont restés à la maison. Cette fois au moins, on nous a prévenus à l'avance. Ce n'est pas pire que ces 2 derniers jours. On peut s'organiser. Le gouvernement chinois a pris une série de mesures drastiques. Aéroports et autoroutes fermées, circulation alternée dans plusieurs villes. Ce matin, les écoliers sont restés à la maison. Tous les établissements scolaires sont fermés jusqu'à mercredi. Il n'y a pas de problème si les écoliers sont dans les classes. Mais quand ils prennent le bus scolaire, c'est dangereux pour leur santé. Autour de Pékin, 1200 usines ont arrêté leur production. D'autres tournent à bas régime. Mesure exceptionnelle dans un pays qui est l'un des plus gros pollueurs du monde. Il y a désormais de nombreuses preuves qui montrent que le charbon est la principale source de pollution en Chine, surtout dans le nord du pays. Et ça ne devrait pas s'arranger. D'après les autorités chinoises, le nuage de pollution atteindra ce soir son maximum de toxicité. Ainsi prend fin ce journal. À tous, merci de l'avoir suivi. Bonne soirée partout dans le monde. Au revoir.